Le jardin en octobre, il semble s'endormir paisiblement sous le bruissement des feuilles d'or. Mais en réalité, c'est maintenant que vous passez un examen crucial, dont dépendra si votre jardin vous offrira une floraison luxuriante au printemps ou de simples branches nues et sans vie. Aujourd'hui, nous allons aborder 15 erreurs fatales à éviter au jardin en octobre, des erreurs qui vous coûteront cher au printemps. Et croyez-moi, certaines d'entre elles sont si peu évidentes qu'elles sont commises même par des jardiniers expérimentés. Beaucoup pensent qu'octobre est synonyme de repos. Les récoltes sont faites, les feuilles sont presque toutes tombées, on peut enfin se détendre. Mais c'est précisément là que réside le piège. Octobre n'est pas la fin de la saison. C'est la préparation essentielle pour la prochaine. Tout ce que vous ferez, ou au contraire ne ferez pas maintenant, pose les bases de la santé, de la vigueur et de la beauté de votre jardin pour toute l'année à venir. C'est un mois décisif, qui fait la différence entre un jardin de rêve et une déception au printemps. Alors, voici l'erreur numéro 1 que votre jardin ne vous pardonnera pas. Vous avez sûrement déjà entendu ce conseil: ne ramassez pas les feuilles mortes, c'est un paillage naturel et un excellent engrais. Cela semble tout à fait logique, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous annonçais que suivre cette recommandation pourrait bien compromettre la santé de tout votre jardin? Et ce n'est pas une exagération. Regardons la vérité en face. Durant l'été, une quantité astronomique d'agents pathogènes s'accumule sur les feuilles de vos pommiers, poiriers, cerisiers, rosiers et même de vos phlox. La tavelure, l'oïdium, la cocomycose, l'anthracnose, tous ces noms qui font peur désignent des champignons et des bactéries, et malheureusement le gel ne les tue pas. Pour eux, les feuilles mortes ne sont pas une tombe, mais un confortable foyer hivernal. Ils y passent l'hiver en toute quiétude, prêts à ce que leurs spores se propagent partout dans le jardin, avec les premières chaleurs et pluies du printemps, infectant ainsi les jeunes et tendres feuilles. Vous dépenserez de l'argent en fongicides, du temps en traitement, tandis que la cause de l'épidémie printanière sera littéralement sous vos pieds. Bien sûr, il s'agit avant tout des feuilles malades. Mais qui d'entre nous peut se vanter d'avoir eu un jardin en parfaite santé tout au long de la saison? Exactement. Par conséquent, si vous ne voulez pas mener une bataille inégale contre les maladies au printemps, il est impératif de retirer sans pitié tout le tapis de feuilles mortes sous vos arbres fruitiers et vos cultures ornementales malades. Et vous, ramassez-vous les feuilles ou considérez-vous cela comme une corvée inutile? Partagez vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup. Mais attendez, ne vous précipitez pas à sortir le râteau pour astiquer votre jardin de fond en comble. Il y a un instant, je vous parlais des dangers des feuilles malades. Eh bien maintenant, je vais vous tenir un discours totalement opposé. Faire de votre jardin une surface stérile comme un sol de parade immaculé serait une autre erreur, non moins perfide. C'est l'écueil de l'excès inverse, si facile à atteindre. Imaginez un sol totalement nu sous vos arbres et arbustes. Est-ce joli? Peut-être. Mais pour la nature, c'est une catastrophe. Un sol à nu gèle bien plus profondément, il est emporté par le vent et lessivé par les pluies d'automne. Vous privez les vers de terre et les précieux micro-organismes de leur abri naturel et de leur nourriture. Ce sont pourtant eux qui rendent votre terre vivante et fertile, et ce n'est pas tout. Où iront passer l'hiver les coccinelles, les carabes et autres insectes auxiliaires qui, au printemps, constitueront votre première ligne de défense contre les pucerons? Et oui, ils ne trouveront tout simplement pas de refuge dans votre jardin stérile. Alors, retenez bien ceci: on ne ramasse les feuilles que là où c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire sous les arbres fruitiers et les plantes malades. En revanche, sous les arbustes d'ornement sains et dans les massifs de vivaces, une fine couche de feuilles mortes saines constitue une couverture hivernale gratuite et d'une efficacité inégalée. Et vous, de quel camp êtes-vous? De ceux qui nettoient tout jusqu'à la dernière brindille, ou de ceux qui savent trouver le juste équilibre? Eh bien, après la récolte, vos planches de culture sont désormais vides. On pourrait croire que la mission de l'année est accomplie, mais si vous les laissez ainsi à l'abandon jusqu'au printemps, vous courez droit à une véritable catastrophe pour votre terre. Un sol nu, sans la moindre protection en automne, est une véritable blessure ouverte pour votre jardin. Imaginez ce qui se produit.
les pluies froides d'automne s'abattent sans pitié sur cette terre sans défense. Elles ne se contentent pas d'arroser, elles la martèlent avec force, brisant sa structure et la compactant jusqu'à la rendre dure comme de la pierre. Tous les canaux d'aération, essentiels à la respiration des racines et à la vie des micro-organismes bénéfiques, sont anéantis. Puis, le gel s'installe. Cette terre humide et compactée gèle alors en profondeur, se transformant en un véritable bloc de glace. Dans ces conditions, la vie du sol si précieuse ne peut guère subsister. Au printemps, lorsque vous reviendrez au potager, au lieu d'une terre meuble et fertile, c'est une croûte dure et craquelée qui vous attendra. Il vous faudra dépenser une énergie folle rien que pour la bêcher. Quant à espérer de belles récoltes dans cette terre morte, n'y pensez même pas. Alors, retenez bien ceci, le sol ne doit jamais être laissé à nu. Et vous, comment protégez-vous vos planches de culture de cette désolation automnale? Avec des engrais verts, du paillage, ou avez-vous votre propre secret? En lien direct avec la précédente, voici l'erreur du « tout faire au printemps ». Beaucoup de jardiniers se disent « pourquoi épandre du compost ou du fumier à l'automne? Tout sera lessivé par les pluies de toute façon. Mieux vaut le faire au printemps, juste avant de planter. C'est l'une des plus grandes erreurs qui vous prive à la fois de temps et de fertilité. Comprenez une chose simple, la matière organique ce n'est pas du café soluble. Il lui faut du temps pour se préparer. Quand vous incorporez le compost à l'automne, vous lancez un processus lent, mais ô combien essentiel. Les vers de terre et les micro-organismes se mettent aussitôt au travail. Pendant les longs mois d'automne et d'hiver, ils ont le temps de transformer la matière organique, de la répartir uniformément dans la couche arable et de la convertir en nutriments directement assimilables par les plantes. L'apport de compost à l'automne, c'est comme le levain pour une pâte à pain. Vous donnez à votre sol tout ce dont il a besoin pour être, au printemps, riche, vivant et plein de vigueur. Au printemps, où le temps est toujours compté, il ne vous restera plus qu'à aérer légèrement vos planches et à semer. Si vous remettez cela au printemps, la matière organique fraîche n'aura tout simplement pas le temps d'agir pleinement avant le début de la croissance active des plantes. Elle restera là, comme un poids mort, et vos jeunes pousses mourront de faim. Alors, de quel côté êtes-vous? Fertilisez-vous à l'automne ou reportez-vous tout au printemps? Et si nous parlions maintenant de cette démangeaison de la taille qui prend de nombreux jardiniers en octobre, vous prenez votre sécateur, vous contemplez un arbuste devenu un peu trop exubérant et vous vous dites « c'est le moment de lui refaire une beauté ». Stop! Cette seule envie de remettre de l'ordre peut se transformer en véritable drame pour vos végétaux. Une taille radicale en automne est l'une des erreurs les plus fatales. Comprenez ceci, pour n'importe quelle plante, couper une branche, c'est lui donner un ordre. L'ordre de pousser. La plante mobilise alors immédiatement toutes ses forces pour réveiller les bourgeons dormants et faire jaillir de nouvelles pousses juste en dessous de la coupe. Au printemps, c'est exactement ce que nous recherchons. Mais en octobre, c'est une catastrophe. Ces jeunes pousses tendres et fragiles n'auront tout simplement pas le temps de mûrir, de s'endurcir avant les premières gelées. Dès la première nuit de gel, elles noirciront et périront. Le résultat, la plante aura gaspillé une énergie précieuse qu'elle avait patiemment accumulée pour tout l'hiver, et ce, en pure perte. Elle abordera l'hiver affaibli, avec des plaies non cicatrisées qui, par temps froid, deviendront des portes ouvertes aux maladies et aux infections. Alors, quelle taille est admissible? Uniquement la taille sanitaire. Vous voyez une branche cassée par le vent? Coupez-la sans hésiter. Vous en repérez une clairement sèche ou malade. Éliminez-la sans regret. Mais toute taille de formation ou de rajeunissement, reportez-la au printemps. Avouez, faites-vous partie de ceux qui aiment donner un coup de sécateur à leurs arbustes en automne, ou patientez-vous sagement jusqu'au dégel printanier? Illustrons le point précédent par un exemple qui brisera le cœur de tout jardinier au printemps. Imaginez, plein d'enthousiasme, en octobre, vous avez soigneusement élagué et raccourci votre lilas, votre forsythia ou, par exemple, votre deutzia. Vous êtes fier de votre travail, l'arbuste a fière allure, et au printemps, il est absolument nu. Pas une seule fleur, une situation familière, n'est-ce pas? Le secret, c'est que tous ces magnifiques arbustes à floraison printanière réalisent un petit miracle.
Ils forment leurs bourgeons floraux pour l'année suivante non pas au printemps, mais dès le milieu de l'été, sur les pousses de l'année en cours. Tout au long de la fin de l'été et de l'automne, ces bourgeons mûrissent et se préparent à l'hibernation. Alors, que faites-vous lorsque vous prenez votre sécateur en octobre? De vos propres mains, branche après branche, vous coupez toute la splendeur future. Chaque claque de votre sécateur, c'est une grappe de lilas luxuriante en moins, une branche dorée de forsythia en moins. Vous jetez littéralement au compost toutes les fleurs du printemps prochain. Retenez cette règle d'or. Les arbustes qui fleurissent au printemps et au tout début de l'été se taillent strictement après la floraison. En automne, on ne les approche que pour retirer les branches cassées ou abîmées. Qui parmi vous est déjà tombé dans ce piège? Avez-vous commis cette erreur par méconnaissance? Racontez-nous, ce sera utile pour tous. La rose, reine du jardin. Et c'est souvent elle qui pâtit le plus de nos erreurs d'octobre. Le mythe le plus répandu, celui qui coûte la vie à des milliers de rosiers chaque année, est le suivant. Plus tôt vous couvrez, mieux ils passeront l'hiver. C'est non seulement faux, mais dangereux. Une préparation hivernale trop précoce et trop zélée mène au pourrissement et aux maladies. Imaginez, dehors, c'est encore un bel octobre ensoleillé et doux. Vous avez déjà taillé votre rosier et l'avez soigneusement emmitouflé dans plusieurs couches de voile d'hivernage. Que se passe-t-il à l'intérieur de ce cocon? La température monte, l'humidité augmente, ce sont des conditions idéales pour le développement des maladies fongiques. Mais le pire est ailleurs. En restant au chaud, la plante ne reçoit pas le signal de l'arrivée du froid. Elle n'a pas le temps de s'endurcir, ses jeunes pousses ne mûrissent pas correctement. Et quand le vrai gel finit par frapper, ce rosier non préparé se retrouve absolument sans défense. Il ne meurt pas du froid, mais de votre sollicitude prématurée. Retenez ceci, il ne faut pas se précipiter pour tailler et protéger vos rosiers. Attendez l'arrivée de gelées stables et légères, d'au moins 5 degrés Celsius. Laissez la plante ressentir le froid et comprendre qu'il est temps de dormir. Une légère gelée ne leur est pas fatale, elle ne fait que les endurcir. Et vous, quand commencez-vous à protéger vos rosiers? Attendez-vous le gel ou agissez-vous selon le calendrier? Cette erreur ne tuera pas votre jardin, mais elle vous privera à coup sûr de la joie printanière. Octobre est un mois bien rempli. Récolte, taille, préparation, et tout à coup, le déclic. Zut, j'ai oublié de planter mes tulipes. Nous sommes déjà en novembre, le sol est pris par les premières gelées et il est trop tard pour quoi que ce soit. Le printemps arrive. Chez les voisins, de joyeux tapis de crocus s'épanouissent, suivis par l'éclat des tulipes flamboyantes, et l'air s'emplit du parfum des jacinthes et des narcisses. Quant à votre jardin, il est encore gris et morne. Pendant que sur d'autres parcelles, c'est la fête de la vie, chez vous, tout commence à peine à se réveiller. C'est vraiment frustrant, croyez-moi. Les bulbes de printemps sont la première vague de beauté qui efface la grisaille hivernale, et cette vague ne peut être mise en place qu'en automne, en septembre-octobre. C'est à cette période que les bulbes ont le temps de s'enraciner, de prendre des forces et de se préparer à leur sommeil hivernal. Planter des bulbes au printemps, sauf rares exceptions, ne donne pas de bons résultats. Alors, si vous souhaitez un printemps lumineux et fleuri, ne remettez pas à plus tard l'achat et la plantation de vos bulbes. Faites-le dès maintenant. Au fait, quels bulbes avez-vous déjà plantés cette année? Ou peut-être comptez-vous essayer de nouvelles variétés? Partagez vos expériences en commentaire. Maintenant, parlons d'une erreur que presque tout le monde commet, même les jardiniers les plus expérimentés. On a l'habitude de penser que l'automne est une saison pluvieuse et qu'il n'est plus nécessaire d'arroser les plantes. La nature, dit-on, s'en chargera. Pourtant, cette certitude peut entraîner la perte de vos plantes les plus précieuses et les plus chères, en particulier les conifères. Ce phénomène s'appelle la sécheresse automnale, et il est bien plus insidieux que celle de l'été. En octobre, le temps est souvent sec et venteux. Les feuilles sont déjà tombées des arbres, et on pense à tort que l'évaporation est terminée. Mais c'est faux. Les plantes continuent de respirer, leur système racinaire est toujours actif et se prépare à l'hiver. Si le sol manque d'humidité, les racines ne peuvent pas accumuler les réserves nécessaires. Les plantes à feuilles persistantes en souffrent particulièrement. Les thuyas, les genévriers, les épicéas ainsi que les rhododendrons.
elles continueront d'évaporer de l'humidité par leurs aiguilles et leurs feuilles tout l'hiver, même par temps de gel. Et si vous ne les avez pas suffisamment arrosées en automne, elles aborderont l'hiver déshydratées. Au printemps, vous découvrirez un triste tableau. Les aiguilles jaunissent et tombent, la plante semble brûler. C'est là le résultat de la sécheresse automnale. N'oubliez donc pas, si le mois d'octobre est sec, il est impératif de procéder à un arrosage d'hivernage copieux et profond. Arrosez le sol au pied des arbres et arbustes de manière à ce qu'ils soient imbibés sur une profondeur d'au moins 50 à 60 cm. C'est leur assurance pour traverser le long hiver. Et vous, arrosez-vous votre jardin en automne? Attardons-nous un instant sur les conifères, car les négliger serait une erreur coûteuse, voire fatale. Ils se dressent, verts et majestueux, donnant l'impression que tout va pour le mieux. Pourtant, c'est justement cette verdure éternelle qui leur joue un vilain tour. Contrairement aux feuillus qui ont perdu leurs feuilles et sont entrés dans un profond sommeil, les conifères, eux, ne dorment pas. Leurs aiguilles vivent et respirent tout l'hiver. Imaginez maintenant, le soleil d'hiver apparaît, même pâle. Il réchauffe leurs aiguilles sombres. Le vent agite les branches. Ces deux facteurs poussent les aiguilles à évaporer leur précieuse humidité. Ce processus, appelé transpiration, ne s'arrête pas, même par grand froid. Pendant ce temps, que se passe-t-il sous terre? Le sol est gelé en profondeur. Les racines sont prisonnières de la glace et ne peuvent absorber la moindre goutte d'eau pour compenser les pertes. Il en résulte un déséquilibre mortel. L'humidité quitte les aiguilles, mais aucune nouvelle humidité ne peut être puisée dans le sol. La plante se dessèche lentement mais sûrement. Ce que nous appelons au printemps le coup de soleil, ses aiguilles roussies et desséchées, est en réalité, dans 90% des cas, le résultat d'une déshydratation hivernale. Le seul moyen de l'éviter est cet arrosage automnal abondant et gorgé d'eau qui créera une réserve hydrique suffisante dans les couches profondes du sol pour tout l'hiver. Avez-vous déjà rencontré ce problème de brûlure printanière sur vos tuyas ou genévriers? Désormais, vous savez quelle en est la cause. Cette erreur est souvent dictée par notre éternel optimisme, cette idée que ça ira bien. On plante un jeune arbre encore fragile ou un arbuste frileux comme l'hortensia à grandes feuilles en se disant « Oh, les hivers sont doux maintenant, il s'en sortira bien ». Et au printemps, on contemple avec amertume ces branches noircies et sans vie. Comprenez-le bien, les jeunes plants, surtout ceux plantés cet automne ou ce printemps, sont comme des bébés dans le jardin. Leur système racinaire n'est pas encore suffisamment développé, ils n'ont pas eu le temps d'accumuler de réserves nutritives suffisantes. Leur écorce est encore fine et vulnérable. Le moindre stress, qu'il s'agisse d'un gel intense, d'un vent glacial ou de l'alternance de redoux et de gelée, peut leur être fatal. Il en va de même pour nos plantes frileuses. Même si elles sont installées chez vous depuis plusieurs années, un hiver anormalement froid ou sans neige peut les anéantir. Compter sur la chance en jardinage est une démarche ingrate et surtout très coûteuse, car au printemps, il faudra se rendre en jardinerie pour acheter une nouvelle plante en remplacement de celle qui a péri. Alors, ne lésinez pas sur les efforts. Paillez généreusement le pied des jeunes arbres avec une épaisse couche de compost ou de tourbe. Protégez les arbustes frileux avec un voile d'hivernage ou des branches de conifères. Ces gestes simples ne prennent que très peu de temps, mais ils peuvent sauver la vie de vos protégés verts et vous épargner de l'argent et du stress au printemps. Et vous, avez-vous dans votre jardin des plantes qui nécessitent une protection hivernale obligatoire? Comment les protégez-vous? Parlons d'un danger souvent sous-estimé pour vos arbres en hiver, le soleil hivernal. Oui, vous avez bien entendu, ce soleil doux et pourtant pas très chaud, de février ou de mars, peut se transformer en véritable bourreau pour l'écorce, surtout celle des jeunes arbres. Imaginez le mécanisme. En journée, un soleil ardent frappe le tronc sombre et non protégé. La surface s'échauffe considérablement, atteignant parfois des températures positives, et les tissus de l'écorce se dilatent légèrement. La nuit venue, une forte gelée s'abat. L'écorce, gorgée d'humidité et échauffée, gèle brutalement et se contracte. Face à un tel contraste thermique, elle ne résiste pas et éclate, formant de profondes fissures longitudinales. Ces blessures disgracieuses sont ce qu'on appelle des gélivures. Et ce n'est pas qu'un simple défaut esthétique.
Elle constitue une porte ouverte à toutes sortes d'infections, champignons, bactéries, spores. Au printemps, l'arbre affaibli dépensera son énergie non pas à la croissance, mais à lutter contre ces maladies. Et la solution à cette problématique est d'une simplicité géniale, le chaulage des troncs à l'automne. La couleur blanche réfléchit les rayons du soleil, empêchant ainsi l'écorce de surchauffer. Pas de surchauffe, pas de variation brutale de température. De plus, le chaulage contient généralement du sulfate de cuivre, qui désinfecte l'écorce en prime. Et vous, chaulage des troncs, vous connaissez et pratiquez à l'automne? Ou est-ce pour vous une pratique d'un autre âge? Concentrons-nous à présent sur votre gazon. On pourrait penser qu'il est la chose la moins exigeante du jardin. Pourtant, une erreur y est vite arrivée, une erreur qui, au printemps, risquerait de vous gâcher tout le moral. Cette erreur, c'est de laisser l'herbe trop haute avant l'arrivée de la neige. Beaucoup se disent, si l'herbe est plus longue, elle aura plus chaud pour l'hiver. C'est une idée complètement fausse. Une herbe laissée trop longue sous le poids de la neige s'aplatit, se tasse et forme une couche compacte et feutrée. Et que se passe-t-il sous cette couche? C'est chaud, humide, et il n'y a presque pas d'air. C'est tout simplement l'incubateur idéal pour le développement des maladies fongiques. La plus répandue d'entre elles est la pourriture des neiges. Au printemps, une fois la neige fondue, vous découvrirez sur votre pelouse verdoyante des taches grises ou rosâtres disgracieuses d'herbes compactées et visqueuses. C'est l'œuvre du champignon. Ces zones dégarnies devront être traitées longuement et péniblement, par scarification, aération et traitement avec des fongicides. Pourtant, tout cela aurait pu être évité. La règle d'or est la suivante. La dernière tonte de la saison doit être effectuée environ 2 semaines avant l'arrivée des gelées persistantes. La hauteur de l'herbe doit rester aux alentours de 5 à 7 cm. C'est suffisant pour que l'herbe ne s'affaiblisse pas, mais pas assez pour qu'elle se tasse sous la neige. Et vous, avez-vous déjà fait la dernière tonte de votre gazon cette saison? Pour rester dans le thème du gazon, il est impossible de ne pas mentionner une autre étape indispensable, malheureusement souvent négligée, la fertilisation automnale. Et attention, on ne parle pas de simplement épandre n'importe quel engrais qui traîne au fond de votre cabanon. La fertilisation de printemps et celle d'automne, ce sont deux choses bien distinctes. Au printemps et en été, nous utilisons des engrais riches en azote. L'azote, véritable stimulant de croissance, favorise une pousse verticale vigoureuse et un vert éclatant. Mais si vous appliquez un tel engrais en octobre, vous allez provoquer une croissance rapide d'une herbe jeune et fragile juste avant les premières gelées. Elle n'aura pas le temps de se fortifier et ne survivra pas à l'hiver. Ce serait une dépense d'énergie tout simplement inutile pour votre gazon. En automne, le gazon a besoin d'éléments complètement différents, le phosphore et le potassium. Le potassium améliore la résistance de l'herbe au gel, l'aide à combattre les maladies et à mieux supporter le stress. Quant au phosphore, il stimule le développement du système racinaire. Et des racines puissantes et saines, c'est la garantie qu'au printemps, votre gazon se réveillera rapidement, de manière homogène, et commencera une croissance active et vigoureuse. Cherchez donc en magasin des engrais spécifiques, clairement étiquetés engrais d'automne. Leur formule est spécialement équilibrée pour les besoins des plantes à l'approche de l'hiver, peu d'azote et beaucoup de phosphore et de potassium. Une telle fertilisation, c'est un peu comme un complexe vitaminique pour l'être humain avant un long hiver. Et vous, fertilisez-vous votre gazon en automne ou vous contentez-vous uniquement de l'apport printanier? Passons maintenant au massif de fleurs. En octobre, nous observons souvent nos vivaces et nous nous disons qu'ils sont beaux ces pieds bien étoffés, et nous les laissons ainsi passer l'hiver. Mais au printemps, quelle surprise! Nous constatons que le cœur de la touffe, par exemple d'un hosta ou d'une astilbe, s'est dégarni et que la floraison n'est plus aussi généreuse qu'avant. Il faut savoir que la plupart des vivaces vieillissent avec le temps, leur rhizome se développe et sa partie la plus ancienne, au centre, meurt progressivement. Les jeunes pousses vigoureuses, elles, apparaissent sur les bords. Au final, la plante se creuse, perd de son esthétisme et de sa vigueur. Octobre est justement le moment idéal pour rajeunir ces touffes devenues trop grandes. Le sol est encore tiède et les éclats auront suffisamment de temps pour s'enraciner avant les gelées.
vous déterrez délicatement la souche et avec un couteau bien aiguisé ou une bêche, vous la divisez en plusieurs sections. Veillez à ce que chaque morceau possède une partie saine du rhizome et plusieurs bourgeons. La partie centrale et ancienne est jetée, tandis que les éclats jeunes et vigoureux sont replantés à de nouveaux emplacements. De cette manière, vous ne faites pas que rajeunir une plante vieillissante, mais vous obtenez aussi gratuitement de nouvelles plantes. Au printemps, submergé par les taches, vous n'aurez tout simplement pas le temps de vous en occuper. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est une erreur qui prépare le terrain idéal pour les parasites et les maladies de la saison prochaine. On récolte, on se réjouit de nos fruits, mais ce qui reste sur les branches ou est tombé au sol, on a tendance à l'ignorer. Quelques pommes ridées et noircies qui pendent, une poignée de prunes pourries qui traînent sous l'arbre. Quelle importance après tout? Eh bien, la différence est énorme, colossale même. Chaque fruit oublié, chaque pomme ou poire momifiée restée sur la branche est en réalité un véritable foyer pour la moniliose, cette fameuse pourriture des fruits. Le champignon responsable de cette maladie ne disparaît pas comme par magie. Il hiverne tranquillement dans ce fruit, comme dans un petit cocon douillet. Et au printemps, dès les premières chaleurs, les spores de ce champignon se propageront dans tout le verger, contaminant sans pitié les jeunes fleurs et les jeunes pousses. Et les fruits tombés, alors. Ces fruits gisant au sol, ce sont une véritable cantine et un hôtel 5 étoiles pour le carpocaps et toutes sortes de parasites. Leurs larves et nymphes y passent l'hiver bien au chaud dans le sol, juste sous ces fruits en décomposition, prêtes à attaquer votre futur verger avec une vigueur renouvelée dès le printemps. Alors, retenez bien, une fois la récolte terminée, une inspection minutieuse de votre jardin est indispensable. Retirez des branches le moindre fruit desséché, ramassez tous les fruits tombés au sol, et surtout, ne les mettez jamais au compost. Ces fruits malades doivent impérativement être brûlés ou enterrés profondément, loin de votre potager ou verger. Alors, soyez honnête, êtes-vous toujours aussi rigoureux pour débarrasser votre jardin de tous ces restes de récolte, ou bien la paresse vous gagne-t-elle parfois? Imaginez un monde de nuisibles. En été, ils festoient sur vos plantes, et à l'automne, ils cherchent un abri pour passer l'hiver. Et vous-même, sans le savoir, leur offrez des milliers d'hôtels 5 étoiles. Ce sont les fissures de l'écorce, les feuilles mortes, la couche supérieure du sol. C'est là que passent l'hiver les œufs de pucerons, les pupes de tanthrèdes, les acariens et les spores de la plupart des maladies fongiques. Ignorer le traitement d'automne éradicateur de votre jardin, c'est comme laisser la porte de votre maison ouverte aux cambrioleurs. Vous donnez le feu vert à toute cette armée d'ennemis pour hiverner, et au printemps, quand les bourgeons se réveilleront, ils se réveilleront avec eux. Seulement, les nuisibles seront déjà affamés, virulents et prêts à se reproduire. Il vous faudra alors leur mener une véritable guerre tout au long de la saison, en appliquant des produits chimiques encore et encore. Il était pourtant possible d'agir autrement. À la fin de l'automne, lorsque les feuilles sont entièrement tombées et que la sève a cessé de circuler, mais que la température de l'air est encore positive, on effectue ce qu'on appelle un traitement éradicateur. Le jardin est alors pulvérisé avec des solutions hautement concentrées, par exemple de l'urée, carbamide ou du sulfate de fer. Ces solutions brûlent littéralement les stades hivernants des nuisibles et les spores de maladies sur l'écorce des arbres et au pied de ceux-ci. C'est un coup préventif puissant qui permet de réduire considérablement la pression infectieuse et le nombre de nuisibles au début de la saison suivante. Effectuez-vous ce type de traitement ou le trouvez-vous superflu? Cette erreur ne se commet plus dans le jardin même, mais plutôt sur le seuil de l'abri ou du garage. Fatigués après une longue journée, nous avons souvent le réflexe de jeter nos outils n'importe comment. Un sécateur maculé de sève, une pelle couverte de terre collante, une binette avec des résidus de mauvaises herbes. Bah, je nettoierai tout ça au printemps, nous disons-nous. Et au printemps, nous le regrettons amèrement. Premièrement, c'est tout simplement peu pratique. Pendant l'hiver, la terre humide restée sur la pelle se transformera en une masse dure comme de la pierre qu'il faudra dégager à coups de marteau. La sève des plantes sur les lames du sécateur et de la scie provoquera de la corrosion, et au printemps, votre outil pourtant tranchant sera couvert de rouille. Vous devrez le nettoyer et l'aiguiser longuement, si tant est que ce soit encore possible.
Mais il y a une menace encore plus insidieuse. Sur les résidus de terre et de plantes peuvent subsister des graines de mauvaises herbes, des spores de maladies et des œufs de parasites. Et au printemps, en reprenant un outil sale, vous risquez de vos propres mains de propager toutes ces nuisances dans votre jardin propre et renaissant. Vous transmettez ainsi l'infection d'un arbuste à l'autre sans même vous en rendre compte. Prenez donc une bonne habitude. Après chaque utilisation, nettoyez toujours vos outils de la terre et des résidus végétaux. Essuyez les lames avec un chiffon sec, ou mieux encore, avec un chiffon imbibé d'alcool ou de n'importe quel antiseptique. Graissez les parties métalliques avec de l'huile moteur. Cela ne prendra que 5 minutes, mais vous économisera énormément de temps, d'argent et de soucis pour la saison à venir. Attention à cette erreur qui peut vous coûter cher. À l'automne, nous rentrons nos plantes d'extérieur de nos terrasses et patios, mais bien souvent, nous laissons les pots vides passer l'hiver dehors. C'est particulièrement vrai pour les belles jardinières, souvent coûteuses, en céramique, en terre cuite ou en argile. On se dit « qu'est-ce qu'ils risquent? Ils sont solides », mais on oublie le principal destructeur, l'eau et les lois de la physique. En automne, l'humidité des pluies s'accumule dans la terre résiduelle au fond du pot, et même un pot vide n'est pas à l'abri. L'eau s'y infiltre quand même. Que se passe-t-il lorsque l'eau gèle? Exactement, elle se dilate, et elle le fait avec une force incroyable. Même la céramique la plus résistante ne peut pas s'y opposer. L'eau gelée va exercer une pression énorme sur les parois du pot de l'intérieur, et une nuit de grand gel, vous entendrez un craquement caractéristique. Au printemps, quand la neige aura fondu, vous ne trouverez plus de votre chère jardinière qu'un tas de tessons. C'est très frustrant, surtout si le pot était cher ou qu'il avait une grande valeur sentimentale. La règle est donc simple. Tous les pots poreux, ceux qui peuvent absorber l'humidité, doivent être vidés de leur terre avant l'hiver, séchés et rangés dans un endroit à l'abri du gel, comme un abri de jardin, une cave ou un garage. Les pots en plastique sont moins sensibles au gel, mais il est tout de même préférable de les rentrer aussi, pour éviter qu'ils ne deviennent cassants avec le froid. Enfin, voici la dernière erreur. Elle n'est pas liée à une action précise, mais elle est purement mentale. C'est cette idée reçue. Ça y est, la saison est terminée, on peut se reposer jusqu'au printemps. Fin octobre, une fois la dernière récolte rentrée et les feuilles ramassées, la tentation est grande de simplement fermer la porte du jardin et de l'oublier jusqu'en avril. C'est justement ce décrochage psychologique qui est la plus grande erreur, car le jardin ne s'endort pas instantanément. Les processus continuent en son sein. On peut encore réaliser un arrosage d'hivernage. Il n'est pas trop tard pour choler les arbres. Il est encore temps de ranger les outils et de mettre les pots à l'abri. Octobre et même le début de novembre, ce n'est pas une fin, mais une période de transition cruciale. Lorsque vous clôturez mentalement la saison trop tôt, vous perdez un temps précieux. Vous ne remarquez pas des problèmes qui pourraient être facilement résolus maintenant, mais qui au printemps deviendront un véritable casse-tête. Vous ne profitez pas des conditions météorologiques idéales pour des travaux qu'il faudra faire au printemps dans la précipitation et la boue. Ne vous précipitez donc pas à dire au revoir à votre jardin. Promenez-vous-y, observez, planifiez. Voyez octobre non pas comme la fin de la saison, mais comme le début de la préparation d'une nouvelle année de jardinage encore plus fructueuse et belle. Et pour vous, quand la saison de jardinage se termine-t-elle psychologiquement? Avec la première neige, ou trouvez-vous des choses à faire au jardin même en hiver? Mais quelle est la plus dévastatrice de ces erreurs? La plus grande surprise au printemps, ce n'est pas de voir que quelque chose n'a pas poussé, c'est de réaliser que vous-même, de vos propres mains, avez créé toutes les conditions pour cela en automne. Imaginez la scène. Vous avez laissé sous le pommier des feuilles atteintes de la tavelure, négligé d'arroser généreusement le tuyau voisin pour qu'il fasse ses réserves d'eau et laisser la terre des parterres à nu. Que se passe-t-il alors? Les spores des maladies hiverneront tranquillement dans les feuilles. Le thuya se desséchera sous l'effet du soleil hivernal, faute d'eau suffisante dans ses racines. Quant à la terre nue, elle gèlera en profondeur, anéantissant toute la précieuse microflore qu'elle contient. Au printemps, vous ne vous retrouverez pas avec 3 problèmes isolés, mais avec une véritable cascade de revers,
un véritable écosystème de l'échec que vous aurez vous-même mis en place en octobre. C'est un comble, n'est-ce pas? Une erreur en entraîne une autre. En somme, les travaux d'octobre ne sont pas une simple corvée, mais votre investissement le plus rentable pour la récolte future et la beauté de votre jardin. Chaque pomme malade ramassée, chaque litre d'eau apporté aux conifères, chaque tulipe plantée est une contribution essentielle à un avenir luxuriant et sain pour votre propriété. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et vous, quelles erreurs avez-vous commises dans votre jardin en automne? Ou peut-être avez-vous une astuce secrète pour le préparer à l'hiver? Partagez-les en commentaire, je serai ravie de vous lire.